travaille à l'université d'Aix-Marseille et il se trouve que j'ai déjà fréquenté cet établissement, que je suis déjà venu dans cette salle, pas pour y donner une conférence, mais pour être à votre place. C'était il y a plus de 20 ans. J'étais élève ici, en 6e G. Et voilà, alors après, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir astrophysicien? Alors, faire beaucoup d'années d'études après le bac, donc j'ai fait mon bac au lycée de Chamalières, qui est juste en haut, et ensuite j'ai fait une licence de physique et chimie. J'ai 3 années d'études après le bac, je les ai fait à l'université de Clermont, qui s'appelait à l'époque Université Blaise Pascal. Et une fois que vous avez cette licence de physique-chimie, donc 3 années d'études après le bac, il faut vous spécialiser, et donc j'ai fait un master d'astrophysique, c'est-à-dire 2 années de plus après le bac, qui m'amène donc à un bac plus 5 à l'université de Bordeaux. Et pour être chercheur, il faut une thèse. Une thèse, c'est un grand stage, si vous voulez, qui va durer 3 ans, pendant lesquels vous allez devoir parler un peu de... Vous allez avoir un sujet de recherche. Moi, c'était les premières galaxies de l'univers, essayer de les étudier et de voir un peu leurs propriétés. Et j'ai fait ça à Toulouse. Et puis la recherche, aujourd'hui, elle ne se passe pas qu'avec des chercheurs français. Ça ne servira à rien que ce soit que les chercheurs français entre eux. Il faut travailler avec des chercheurs un peu partout. Et c'est pour ça que, quand vous êtes jeune, on vous demande de partir dans d'autres universités. Et c'est pour ça que vous avez tout un tas de logos derrière moi. Vous avez, ça c'est toutes les universités que j'ai fréquentées. L'université des Canaries, c'est en Espagne, c'est une île qui est au large du Maroc, un archipel pardon, qui est au large du Maroc. L'université pontificale de Santiago au Chili, parce qu'on va voir tout à l'heure que c'est au Chili qu'on a les plus grands télescopes du monde, et je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite je suis revenu en Europe, à l'université de Londres, l'UCL qui est là. Puis j'ai travaillé dans une université, j'étais nommé enseignant-chercheur à Cambridge, qui est une université au nord de Londres, pendant 5 ans. Et puis, la France m'a proposé de prendre une direction scientifique dans un instrument, dans une caméra qu'on va mettre sur un grand télescope. Je vous expliquerai ça à la fin. Et c'est pour ça que depuis quelques mois maintenant, je travaille à l'université d'Aix-Marseille. Alors voilà pour ce qui est de mon parcours rapide. Maintenant, je vous ai promis un voyage dans l'univers, donc on va faire ce voyage ensemble. Mais le plus dur étant les 3 premières années. Après, c'est de la spécialisation, c'est passionnant. Tiens, vas-y. Donc vous avez pendant toute la conférence, vous avez dit qu'en astrophysique, vous cherchez des vies ailleurs. Mais est-ce que vous croyez qu'on va trouver de la vie ailleurs? Alors, c'est une bonne question. Alors, à notre échelle, c'est-à-dire dans les 30-40 prochaines années, je sais pas. Mais vous pensez qu'il y en a dans l'univers ou pas? Okay. Je pense que la probabilité que la vie se soit développée ailleurs, elle est très grande. Pourquoi? Parce que, déjà sur notre système solaire, on a une étoile et il y a une planète déjà qui a la vie. Dans notre Voie lactée, il y a 200 milliards d'étoiles. 200 milliards d'étoiles autour desquelles gravitent d'autres planètes. Peut-être que sur ces planètes, la vie a pu se développer. Mais dans notre univers, il y a des milliards de galaxies. Donc la probabilité que la vie se soit développée ailleurs, à mon avis, elle est très grande. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, donc on est 13,8 milliards d'années après la formation de l'univers, est-ce qu'en ce moment dans l'univers, il y a la vie intelligente comme la nôtre qui existe en même temps que nous? Est-ce qu'il n'y a pas eu une vie intelligente qui s'est développée il y a 5 milliards d'années dans une région complètement différente de l'univers? Ça, on ne le saura malheureusement jamais. Et s'il y a une vie intelligente qui s'est développée et qui existe en ce moment dans l'univers, est-ce qu'elle peut rentrer en contact avec nous? Est-ce qu'elle est dans notre galaxie? Voilà. Je pense que oui, la vie s'est développée ailleurs. Est-ce qu'un jour on arrivera à le démontrer? Ça va être compliqué. Est-ce qu'un jour on arrivera à communiquer avec une autre forme de vie? À notre échelle, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Il suffit que dans 3 semaines, imaginons, il y a un vaisseau qui arrive et qui nous dise « Tiens, je viens de telle planète ». Pour l'instant, on n'a pas de signe, si tu veux, qu'il y ait des civilisations qui se baladent dans l'univers. D'accord. Ok ? Monsieur Laporte, vous venez d'emmener des dizaines de collégiens en voyage aux frontières de l'univers à destination des galaxies les plus lointaines. Vous avez fondé en 2015 l'association Infiniscience. Pourquoi investissez-vous autant de temps dans les actions de médiation scientifique?
Parce qu'en fait, je pense que la recherche, quand on fait des découvertes, etc., qu'on apprend quelle est la galaxie la plus lointaine, il ne faut pas que ça reste entre les mains juste des chercheurs. Il faut vraiment partager ça au plus grand nombre et le faire auprès des enfants, auprès des jeunes. C'est aussi pour ça qu'on fait de la recherche, parce qu'eux, ils sont là pour apprendre. Dans un collège, dans un lycée, ils veulent apprendre toujours. Nous, on vient leur apporter les dernières nouvelles de l'univers. D'accord. Ok ? N'hésite pas s'il y a des choses pas claires. Non, c'est écrit clair. Comment peut-on travailler sur des sujets aussi complexes que les galaxies les plus lointaines parvient-on à vulgariser sans déformer? C'est ça qui est compliqué en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on cherche les galaxies très lointaines, on va utiliser des méthodes qui sont compliquées. Mais après, ce qu'on en retire, il va falloir réussir à le partager le plus simplement du monde. Par exemple, à quoi ça sert d'aller regarder la galaxie la plus lointaine? Ce que j'ai essayé d'expliquer ce matin, c'est que plus on va regarder loin, plus on remonte le temps. Ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Et si on arrive à savoir comment elles étaient au tout début de l'univers, ça nous donne des informations sur comment se sont formées les premières étoiles et les premières galaxies. Donc c'est important de vulgariser. C'est juste simplifier. C'est faire abstraction des détails pour simplifier au maximum ce qu'on peut apprendre sur les sciences. Ok ? D'accord. À ce jour, quelle est votre découverte dont vous êtes le plus fier et quels sont les sujets sur lesquels vous cherchez à obtenir des réponses encore inconnues? Alors la découverte de laquelle je suis la plus fier, c'est quand on a détecté la poussière d'étoiles la plus lointaine. Parce que ça voulait dire que c'est la toute première poussière d'étoiles qu'il y avait dans l'univers. Et en gros, la poussière d'étoiles, nous on est fait de poussière d'étoiles. Nos carbones, nos atomes, nos molécules, c'est de la poussière d'étoiles. Et aller chercher la poussière d'étoiles la plus lointaine, ça veut dire que c'est la toute première dans l'histoire de l'univers. Et ça, c'est une découverte qu'on a faite en 2017 en utilisant le radiotélescope ALMA. Et celle-là, c'est vrai que c'est quelque chose c'était la première fois que c'était vu. On a été un peu les pionniers là-dessus. Et ouais, ça, c'est probablement le résultat dont je suis le plus content, on va dire. D'accord. Entre vos recherches, votre service d'enseignement, les actions de médiation scientifique, à quoi ressemble le quotidien d'un astrophysicien? Le quotidien d'un astrophysicien, si tu veux, il est jamais le même. C'est ça qui est bien dans ce métier. C'est-à-dire que le matin, quand on va arriver, là, on va effectivement lire les découvertes qui ont été faites la veille. Ok ? Donc en gros, tous les matins, tu vas lire les découvertes qui ont été faites la veille. Et puis après, tu peux avoir des cours. Imaginons que tu as un télescope qui a observé la nuit d'avant des galaxies pour toi. Tu vas recevoir les images de ce télescope, tu vas les analyser. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Tu vas aussi former des jeunes, parce que moi, j'ai des doctorants, c'est-à-dire des jeunes qui sont en train de faire leur thèse avec moi. Et qui sont... je vais avoir des réunions avec eux. Il y a des réunions avec les collègues, des réunions, par exemple, pour préparer l'arrivée de nouvelles caméras sur d'autres télescopes. Donc il n'y a pas un quotidien, si tu veux, qui est vraiment toujours le même. Ça change tout le temps. C'est ça que j'aime bien. Et puis des fois, on va dans les observatoires. Alors là, quand on est dans les observatoires, le quotidien est complètement bouleversé. Et maintenant que vous êtes devenu astrophysicien, est-ce que maintenant que c'est devenu votre profession, c'est toujours votre passion ou... C'est toujours ma passion, mais c'est vrai que c'est différent parce que ma passion, c'est de regarder les étoiles avec l'œil, etc. Maintenant, quand je vais dans un observatoire, contrairement à ce qu'on peut croire, je mets pas l'œil derrière le télescope. Je suis derrière un écran d'ordinateur. Oui, et voilà. Mais l'avantage quand on est dans un observatoire, c'est qu'on a certes l'écran, mais on peut aller dehors aussi pour regarder les étoiles à l'œil nu. Et comme on met ces télescopes et ces observatoires dans les endroits où le ciel est le plus beau, on en prend plein les yeux. Mais le métier en lui-même, c'est vraiment derrière un ordinateur, la passion restant l'observation du ciel. À quel moment avez-vous su que vous souhaitiez faire ce métier? Après... J'étais très jeune. En fait, j'ai toujours été intéressé par les étoiles. Quand j'étais petit, j'ai reçu une lunette astronomique toute petite où je commençais à regarder les étoiles, les planètes, etc. Et puis après, je me suis toujours intéressé à ce qu'il y avait au-dessus de nos têtes. Et quand il a fallu choisir un métier, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ça? Pourquoi est-ce que je ne ferais pas de mon métier d'aller essayer de comprendre comment se sont formées les étoiles, les planètes, etc. D'accord. Vas-y. Je vais poser d'autres questions, mais ça concerne un peu plus... Vas-y. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez du devenir de l'univers? Est-ce que vous pensez qu'il s'étend infiniment ou qu'il va avoir une limite et qu'il va s'arrêter au bout d'un moment? Alors, si tu veux, pour répondre à ces questions-là, il faut regarder quels sont les modèles qu'on utilise. Parce que pour décrire l'univers, on utilise un modèle. Le modèle du Big Bang nous dit que l'univers s'est formé il y a 13,8 milliards d'années. Et on arrive à décrire tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir? Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas avoir la réponse parce qu'il y a tout un tas de théories qui existent. Est-ce qu'il va se contracter sur lui-même pour faire un Big Crunch? Est-ce qu'au contraire, il va s'étendre et grandir infiniment pour des milliards et des milliards d'années? Ça, on n'en sait rien. D'accord. Voilà. Et vous croyez à la théorie du Big Bang ou vous croyez que c'est autre chose qui a débuté l'univers? La théorie du Big Bang,
quand on est scientifique, il n'y a pas de croyance derrière ça. Oui. On a des faits scientifiques. Et la théorie du Big Bang, il se trouve que c'est celle qui décrit le mieux à la fois ce qu'on observe et qui arrive même à prédire des choses. La théorie du Big Bang, elle a prédit qu'on devrait détecter ce qu'on appelle l'écho du Big Bang, le fond diffus cosmologique. Elle le prédit et on le détecte après. Ça, ça valide la théorie définitivement. D'accord. Et j'ai une question Vas-y. qui m'a été posée par mon tonton. Ah, ok. Et c'est une question, donc il se dit, il y a certains astrophysiciens et certaines personnes qui croient qu'en fait, le monde, en fait, c'est qu'une immense simulation comme dans Matrix. Et qu'en fait, ils se demandent si vous croyez à ça ou si vous pensez que c'est ridicule. Moi, je décris le monde tel que le télescope me le montre. Oui. Donc, moi, je décris. Après, comment tout ça est agencé? Est-ce qu'il y a d'autres univers? Parce que la question, ce serait plutôt ça. Est-ce qu'on est dans un univers et est-ce qu'il y a des multi-univers? Pour l'instant, les télescopes que j'ai ne me permettent pas de savoir s'il y a d'autres univers. Alors, il pourrait y en avoir d'autres. Ça restera un modèle, une théorie comme les autres. Mais pour l'instant, on va dire qu'il y a celui que je décris, moi, c'est l'univers dans lequel on est. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et vous croyez aux trous de verre? C'est une théorie aussi. Alors les trous noirs, on sait qu'ils existent. Un trou de verre, ce serait un objet dans lequel on pourrait rentrer et ressortir de l'autre côté. Pour l'instant, on n'a pas d'évidence de ça. On n'a pas de preuves observationnelles de ça. Peut-être qu'un jour, on aura des preuves observationnelles, mais pour l'instant, on n'en a pas. C'est pour ça que je parlais de croyance. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaite devenir astrophysicien? Le conseil que je lui donnerais, c'est de ne jamais baisser les bras, de garder en tête sa passion. Si la passion, c'est d'observer les étoiles, il faut la garder en tête. C'est pas facile, les études pour devenir astrophysicien, c'est pas facile. Il y a beaucoup de maths, beaucoup de physique. Mais si on garde toujours dans le coin de notre tête, que c'est ça notre objectif, on s'en donne les moyens. Et puis, il y a des moments où, quand on va faire une licence et bac plus 3, il y a des moments où c'est pas facile parce que la physique est pas facile. Et de temps en temps, aller dehors, prendre son télescope, monter au sommet d'une montagne et regarder les étoiles. Ça va nous redonner un peu de motivation. Donc le conseil que j'ai, c'est de ne jamais perdre cette motivation. Merci infiniment pour cette Merci à toi. réponse. Et bon courage pour le reste. Merci. Allez.